Bonjour et bienvenue à ce tout nouvel épisode de podcast de Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Je suis Annick Lauzon et je suis en compagnie aujourd'hui de Sébastien Beaupré, qui est un éducateur et comportementaliste canin. Il se spécialise en anxiété, peur et stress chez les canins. Aujourd'hui, on a discuté d'un terme qui est, ma foi, tellement important, je crois. C'est les célibataires qui cherchent à accueillir un nouveau conjoint, une nouvelle conjointe chez eux avec leur poilu. C'est un terme que je voulais aborder parce que c'est un terme qui m'est déjà été discuté avec soit des amis, avec des personnes qui avaient un souci de savoir comment on intègre un nouveau partenaire de vie à son chien. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de rencontrer Sébastien Beaupré, qui est éducateur et comportementaliste canin, comme je l'ai mentionné, pour discuter avec lui comment on intègre un chien et son nouveau partenaire de vie à la vie de tous les jours pour pouvoir s'assurer que tout se passe très bien. Donc, sans plus tarder, je nous laisse avec cet tout nouvel épisode de podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, écoute, aujourd'hui, on se retrouvait parce que je crois qu'il y a certains sujets importants à aborder quand on est propriétaire de chien et qu'on est célibataire. Donc, oui, la raison pour laquelle je voulais qu'on en discute, c'est parce que moi, j'ai été confrontée à la réalité suivante. J'ai eu des amis qui m'ont dit en début de pandémie, mais là, Annick, comment je fais? Ça fait longtemps que je suis célibataire et comment je fais pour introduire mon chien à un potentiel nouveau conjoint? Donc, vas-y, Sébastien, comment on peut aller avec... Comment on pourrait accompagner ces personnes-là qui désirent accueillir un nouveau conjoint avec un chien? Premièrement, c'est de savoir si la personne est allergique ou non au chien. Donc, on peut trouver des compromis par rapport à l'intérêt que l'autre personne a pour le chien. Par contre, la première chose à faire, c'est si la personne vient habiter avec nous, la chose la plus importante à faire, c'est de laisser la personne s'introduire dans la maison sans le chien. Ce qui voudrait dire? Ce qui voudrait dire que la personne le nouveau conjoint devrait venir dans la maison en l'absence du chien. OK, donc, mettons, par exemple, la personne, elle envoie son chien à la garderie. Chez un ami, chez un parent. Se faire garder pendant quelques heures. Pendant que le nouveau conjoint se présente à la maison. OK, pour introduire les odeurs du nouveau conjoint. Exactement, pour pas qu'il y ait trop de surprises. OK, parfait. Puis, tu sais, de toute façon, dans un monde idéal, le nouveau conjoint, c'est un conjoint qui va avoir déjà au moins eu un premier contact avec le chien, oui, idéalement. Idéalement, mais si c'est directement sans contact avec le chien au préalable, c'est une façon de fonctionner qui pourrait faciliter et réduire le stress du chien par rapport à cette nouvelle odeur qui se trouve dans la maison. Parfait. Sinon, l'autre façon, ce serait vraiment, mettons, que la personne, elle apporterait des friandises qu'on ne possède pas à la maison, puis qui viendrait se présenter dans un endroit neutre. Oui, premièrement, oui, dans un endroit neutre, et surtout, on laisse le chien initier le contact. Donc, le premier contact avec une nouvelle personne, autant pour le nouveau conjoint que pour n'importe qui, c'est de ne jamais aller vers le chien. Oui, très important. Laissez le chien décider de venir vous voir, d'initier le contact. Une chose importante à savoir, c'est pour savoir si le chien veut vraiment se faire caresser, c'est premièrement, on va caresser les parties qu'il va nous présenter. S'il nous présente ses fesses, on va y caresser les fesses, sa tête, on va y caresser la tête, et on le caresse pendant à peu près 3, 4, 5 secondes et on arrête. OK. Pourquoi après ça, on arrête? On va voir si le chien veut quitter l'interaction ou s'il en veut d'autres. Donc, on arrête de le caresser. On va voir, le chien va en redemander. S'il aime ça et qu'il en veut, il va en redemander. Sinon, il va tout simplement tourner le dos et s'en aller un petit peu plus loin. Il va revenir éventuellement, mais on le force pas, on le retient pas. Mais non, on ne fait pas de contention à son chien. Non, puis on le force pas non plus à rester près de nous. Tu sais, je vois souvent des gens, dis bonjour, là, tu sais, puis ils gardent le chien en laisse, puis
Oui. Il garde le chien pour que la nouvelle personne puisse le caresser. Non, le chien veut quitter, on le laisse quitter. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, dans un endroit neutre, ça pourrait être... Je sais qu'à Montréal, c'est un peu plus accessible, ce genre d'endroit-là, mais tu sais, un café, qu'il y a des chiens qui sont acceptés, comme un café pour chiens. Il y a certains bars qui acceptent pour les terrasses d'avoir les chiens. Un parc à chiens. Oui, un parc à chiens. Si on est adepte des parcs à chiens, on pourrait avoir un débat sur les parcs à chiens. Oui, ça pourrait... Oui, mais dans le fond, on choisit un endroit où le monde idéal, ça serait que ni le chien ni le nouveau conjoint a déjà fréquenté, si on peut dire ça comme ça. Exactement, oui, pour pas que le chien se sente envahi. Non. Dessus son territoire. Sur son territoire et non plus aussi envahi dans son espace personnel, donc son corps à lui, tout ça. Donc, mettons qu'il y aurait une habitude de parc à chiens à aller, il faudrait qu'on essaie de voir avec un autre parc à chiens pour faire l'introduction, mettons. Oui, exactement. Okay. Puis là, mettons, là, on est sur les différentes applications de rencontres. Là, hein? On n'en nommera pas, mais tu sais, mettons qu'on fait partie là, de ceux qui vont avec les applications de rencontres. Puis là, ils initient le premier contact sans le chien dans un endroit neutre autre que la maison. Et donc, comment on introduit là? Ça va être le même principe par après. Puis là, le chien, là, s'il s'attache, qu'on se rend compte que c'est pas un bon match, comment qu'on fait? Ben, le chien, il peut avoir un certain attachement, mais sur une certaine période. Donc, si c'est une ou deux rencontres, ça va être comme n'importe quel inconnu que ton chien va croiser dans la rue. Ou un voisin. Ou un voisin. De voir. Exactement. C'est pas, mettons, comme... même une fréquentation de 3 mois, ça serait pas assez suffisant pour pouvoir dire que le chien s'est attaché à la nouvelle fréquentation, là. Mais oui, ça dépend. Il peut s'attacher quand même assez rapidement. Mais je pensais que c'était plus au niveau de 2-3 rencontres. Mais non. Mais si ça fait quelque temps, 3 mois que tu es avec la personne et que finalement ça ne fonctionne pas avec la personne, c'est tout simplement de rappeler au chien que tu es là. Tant que toi, tu es là, que tu es sa personne, tu es son humain. Sa personne de référence. C'est ça, exactement. Tu es son leader, tu es son... Oui. Oui, très important de dire son leader et non la personne qui non pas le chef, non pas le dominateur, le maître. Oui, c'est ça. En passant, j'aime pas dire le mot maître, c'est plus son humain, c'est la personne qui en prend soin. Oui, tout à fait. Ou comme dirait Mariana Mazza, sa maman, son papa. Oui, tout à fait. Effectivement, on peut être des parents chiens. On peut être des parents chiens, oui, puis moi je préfère ces termes-là. Je préfère ces termes-là à maître qui a une connotation un petit peu... de dominance. Oui, de dominance, oui, c'est ça. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord. Parce que moi, pour les auditeurs qui ne le savent pas encore, je suis aussi zoothérapeute et dans nos formations, on préfère dire justement à la personne qui prend soin du chien quand c'est pas notre chien à nous avec qui on travaille, que de dire son maître parce que ça peut être confondant aussi, là. Surtout si, mettons, moi, j'utilise le chien de quelqu'un d'autre et que je fais une intervention avec le chien, ben là, je vais dire, ben moi, en ce moment, je prends soin de, mettons, Enzo, Maya, peu importe le nom du chien que j'utilise pour pouvoir dire, ben, je suis pas sa maîtresse, mais je suis pas sa propriétaire, je suis pas son parent chien, mais je fais affaire avec ce chien-là. Tu as quand même une certaine autorité avec sur le chien, un peu comme un parent avec son enfant. Oui. Tu as de l'autorité sur ton enfant, mais tu n'es pas dans la dominance totale avec ton enfant. Non, tout à fait. Puis de toute façon, comme qu'on dit, la dominance, c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder pendant des heures, mais il y a beaucoup de recherches qui sont faites pour montrer que dorénavant, on devrait même pas dire qu'il y a de la dominance, là, même auprès du chien, puis dans les différentes races de chiens, là. Non, c'est ça, mais on prend en parler régulièrement. La dominance interespèce, ça n'existe pas. Il y a juste l'humain qui aime. Il y a juste l'humain qui veut de la dominance. Qui aime dominer aussi. Oui, mais on pourrait en parler pendant des heures de la dominance. Tout à fait. Parfait. Puis, mettons que ça se passe plus ou moins bien, le premier contact, pour en revenir à la personne célibataire qui introduit son chien, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on essaie d'éviter le plus possible les contacts entre les deux, puis on va les réintroduire de façon
progressive, mais plus naturelle. OK, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on va le faire dans des contextes, on peut le faire à la maison, mais dans des contextes où le chien joue dans la cour, par exemple. La personne rentre, elle peut voir le chien va le voir, puis elle rentre dans la maison. OK. Parfait. Donc, juste pour créer une certaine banalisation de cette personne-là avant de pouvoir aller à l'autre bout. Et c'est pas tout le monde qui aime tous les chiens, puis c'est pas tous les chiens qui aiment tout le monde. Comme que c'est pas tous les chiens qui aiment tous les chiens non plus. Exactement. Parfait. Puis, mettons que cette personne-là, comme tu dis, l'introduit graduellement pour augmenter les fréquences. Y a-t-il des choses qu'on devrait apprendre aux chiens? Tu sais, je sais que tu aimes bien quand tu parles dans tes lives ou dans tes vidéos, de dire, ben tu sais, tu peux parler à ton chien, là. Oui, on peut le rassurer, créer une association positive entre la présence de la personne, de la nouvelle personne et le chien. Donc, ce qui peut arriver, c'est que la nouvelle personne peut se tenir un petit peu à l'écart, puis s'assurer qu'il y ait un regard avec l'autre personne, qu'il sente la présence et pas nécessairement avec des gâteries, mais avec un jeu. Oui. Oui, parce que c'est pas des bons mots. Oui, c'est pas tous les chiens qui sont friands d'aliments, on va dire ça comme ça, pour être francophone, mais il y en a que c'est plus le jeu qui vont les stimuler, tandis que d'autres, c'est vraiment plus les contacts physiques, les mots d'encouragement. Je sais que moi, ma chienne, si je l'avertis pas qu'il y a des inconnus ou qu'il va y avoir de la visite, ben, elle va être beaucoup plus réactive que si je lui dis un petit peu d'avance. Pas beaucoup d'avance, mais si je dis quelques heures avant que la visite arrive, ben, elle va être moins surprise. Elle va faire comme « OK, c'est vrai, tu me l'as dit. Une telle personne venait à la maison aujourd'hui, mettons. » Mais tu peux changer ta routine qui peut être reconnue par le chien. Autant avec la nouvelle personne. Donc, tu habitues le chien à faire une routine ou quand il y a une nouvelle personne qui va entrer dans la maison. Il va reconnaître. Quand tu vas commencer à faire cette routine-là, avant l'arrivée de cette personne-là, elle va se sentir beaucoup plus calme quand la personne va arriver. C'est le même principe que ce que tu as dit, mais avec quelque chose d'un petit peu, avec un contexte beaucoup plus près, puis plus spécifique, puis beaucoup plus près de l'événement. OK, super. Puis, mettons que la personne célibataire est habituée, adore avec son chien dans le lit. C'est un chien qui est vraiment gâté. Il a le droit à avoir accès au divan. Mais là, ça veut pas dire que le nouveau conjoint, lui, il aime ça. Ou la nouvelle conjointe, bien entendu, avoir un chien dans son lit avec lui quand il dort ou avoir des chiens sur les divans. Comment qu'on fait là, pour dealer avec ces compromis-là? Là? Mais premièrement, c'est un choix que la personne doit faire quand elle amène un nouveau conjoint. C'est est-ce que ce conjoint-là me convient vraiment? Parce que si je suis obligé de tout bouleverser mes habitudes, ça risque de créer de la friction dans le couple. Je pense. Ça, c'est ton côté à toi, mais... Oui, ça, c'est mon côté à moi. Mais tu sais, quand même, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec un comportementaliste canin parce que, veux pas, c'est quand même des nouvelles routines, des nouvelles habitudes à introduire au chien. Donc, à ce moment-là, c'est avec toi qu'on fait affaire. Oui. Mais c'est ça. Donc, c'est surtout de faire accepter les règles par le nouveau conjoint. C'est sûr que le chien, il y a des nouvelles habitudes à prendre, mais c'est surtout au niveau du couple à s'entendre sur ce qui est pour le chien. Puis ensuite, on peut introduire les nouvelles consignes au chien. Mais il faut juste faire attention. Il faut vraiment qu'on soit constant et cohérent dans les consignes qu'on donne aux chiens. Les deux, c'est principaux, très... Parce que c'est aussi facile de créer une habitude, autant c'est difficile d'en défaire une. Tout à fait. Puis, tu sais, veux pas, ces deux C-là, c'est les deux C principaux, je te dirais, dans tout. Quand c'est au niveau des êtres humains, au niveau des animaux,
techniquement parlant, c'est les 2 C principaux qu'on devrait tout le temps avoir en tête pour changer des habitudes, que ce soit envers soi-même, avec un conjoint, avec notre chien. La cohérence et la constance, c'est ça qui... Moi, je rajouterais les 2 P. Aussi. Patience, persévérance. Oui, aussi. Tout à fait. Parfait. Écoute, est-ce qu'il y a autre chose à laquelle tu penses, toi, que j'ai pas nécessairement pensé en lien avec l'introduction d'un chien à un nouveau conjoint? Comment, tu sais, mettons une recette gagnante, on pourrait dire, autre que l'introduire les odeurs du conjoint quand le chien n'est pas là et d'introduire le nouveau partenaire dans un lieu. C'est d'essayer d'être, comme j'ai dit tantôt, le plus constant dans la nouvelle routine. Parce que là, il y a des soirées où maman reste à la maison, où papa reste à la maison. Sauf que là, ça se peut que papa ou maman mange au restaurant. Donc, la routine change un petit peu. Ben oui. C'est tout simplement d'y aller de façon progressive en ajoutant un élément différent à chacun, tranquillement, un élément dans la routine. Pour pas trop déranger la routine. Parce que les chiens adorent les routines. Oui. Ça adore quand ça sait ce que ça a à faire. Oui. Il sait ce qui s'en vient. Ça calme beaucoup le stress, l'anxiété. Oui. Tu sais, c'est 2 écoles de pensée en lien avec les routines puis les animaux. T'as l'école de pensée où on doit essayer d'avoir le plus de routines possible pour justement essayer de réduire au maximum le stress, ou au contraire, on devrait essayer de faire en sorte de ne pas avoir des routines coulées dans le béton pour faire en sorte que, mettons, un imprévu comme une journée de pluie ou peu importe l'imprévu fait en sorte que la routine est facile à être modifiée. Justement, pour les journées de pluie, des trucs comme ça où on va pas prendre des... Où, par exemple, il y a les journées où on travaille et les journées où on travaille pas. On peut installer 3-4 routines différentes dans la vie du chien, tout dépendant de comment on commence la journée par rapport à ces routines-là. C'est ça que le chien va différencier. Il va voir que la routine du matin est différente quand maman travaille que quand maman travaille pas, ou que papa travaille ou que papa travaille pas. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'il va la reconnaître, cette routine-là. Il va quand même se sentir bien. Donc, oui, on peut varier. Puis aussi, si par exemple, en passant, une routine, c'est pas à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure. C'est une série d'événements que le chien va reconnaître. Donc, par exemple, pour la marche, par exemple, la promenade, quand c'est le temps de la promenade, tu peux changer l'itinéraire de la promenade, pas nécessairement. Donc, c'est là qu'il peut y avoir une certaine mixité, une certaine souplesse. Une certaine souplesse, un certain imprévu. Oui. Mais tant que la journée ne soit pas remplie d'imprévus. Oui, tout à fait. Avoir quand même une certaine stabilité dedans garder une petite surprise. Cette routine-là. Parfait. Puis, veux pas d'introduire des nouvelles routines avec un nouveau conjoint, c'est quand même quelque chose. Tu dirais que ça prend combien de temps d'introduire une nouvelle routine? Chaque chien est différent. Okay. Donc, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines. En réalité, ça prend entre 10 et 20 fois de répéter quelque chose pour que ça soit ancré dans la tête du chien. OK. Donc, un peu comme n'importe qui au niveau des habitudes, même un humain, autour de répéter une action à peu près une vingtaine de fois, ça commence à être un petit peu plus machinal. Un peu plus automatique. Un peu plus automatique. Donc, la routine, ça peut prendre 2 semaines, 3 semaines, ça peut prendre 1 mois. Ça dépend de ton chien. Puis ça dépend aussi de la fréquence qu'on fait cette nouvelle routine-là. C'est exact. C'est exact. Il y a aussi qu'il faut introduire un élément à la fois. Si on change toute la routine d'un coup, ça risque d'avoir un impact sur le stress et l'anxiété du chien. Oui, tout à fait. Puis, mettons, introduire des nouveaux endroits aussi, ça devrait être un peu le même principe. C'est comme le même principe. Okay, donc, on y va graduellement, on le laisse, on le force pas à aller quelque part. On lui donne ce qu'on appelle le pouvoir d'action. C'est-à-dire qu'on lui dit, regarde, une nouvelle chose, mais tu as le choix de revirer de bord, puis on n'ira pas, c'est tout. Je sais que des fois, c'est plate, mais... ça peut créer des frustrations. Ça peut créer des frustrations à nous, aux chiens, de le forcer à faire quelque chose que ça y tente pas. Puis il peut y avoir une certaine appréhension de cette activité-là ou de ce lieu-là.
Oui. Tu sais, au contraire aussi, là, mettons, il viendrait le temps de terminer cette activité-là, puis qu'il s'est tellement amusé que là, tout d'un coup, il veut plus partir. Exactement. Ça, on peut apprendre à briser le jeu. Ça, on peut faire appel à un éducateur canin qui va vous montrer comment apprendre à briser le jeu chez le chien. Il y a des petits exercices qui sont super tripants qu'on peut faire avec son chien pour lui apprendre que, regarde, même si je te demande d'arrêter le jeu, c'est le fun pareil. Oui, tout à fait. Ces moments-là qui sont importants qu'on doit leur enseigner quand même relativement tôt, quand ils sont jeunes, quand on les a bébés, parce que sinon, c'est plus difficile d'introduire ces nouvelles notions-là aux chiens quand ils sont plus âgés. C'est pas impossible, c'est pas Non, c'est pas impossible. Puis en passant, la socialisation se fait à tous les âges. C'est à tous les âges du chien, c'est pas nécessairement... Ça, c'est faux de croire que c'est seulement quand le chien est bébé, comme avant 4 mois. Oui. Parce qu'on entend souvent dire que la socialisation, c'est jusqu'à 4 mois. Tout à fait. Mais la socialisation, c'est toute la vie. Oui. C'est jusqu'à l'âge de 16 mois. Les connexions neuronales, excusez-moi, je suis un peu dans le technique. Non, là, mais vrai. les connexions neuronales sont en train de se faire, donc c'est bon. L'acquisition de cette socialisation-là est beaucoup plus efficace. Elle est beaucoup plus efficace de ces expériences-là, elle est beaucoup plus efficace avant l'âge de 4 mois. Tout le long de sa vie, on peut continuer à socialiser, donc lui apprendre des nouveaux trucs, lui montrer des nouveaux endroits, des nouveaux bruits, des nouveaux sons. Il faut faire ça tout le long de sa vie. Donc, s'il y aurait des traumatismes qui surviennent avant l'âge des 16 mois, ça serait un peu plus difficile à défaire et un peu plus long à défaire. Exactement, oui. Que si, il veut pas, si on connaît l'historique du chien, le pedigree versus... Là, je suis pas en train de dire qu'il faut pas acheter un chien en SPA. Au contraire, on peut avoir des perles. C'est juste que, idéalement, il faut qu'on connaissent le pedigree, même en achetant le chien Pour avoir travaillé dans une SPA, je peux vous dire qu'on ne connaît pas le passé des animaux. C'est pour ça que j'ai créé, il y a quelques années, un programme pour aider les gens qui adoptent en refuge à surmonter les épreuves du chien, les aider à surmonter les traumatismes, peu importe, parce qu'on ne sait pas c'est quoi. Non. On est juste en train de lui créer une nouvelle vie, donc on va se donner les bons outils pour lui donner une très bonne vie. Oui, puis une chance de s'en sortir parce que c'est pas tous les chiens qui ont des capacités de s'adapter et de pouvoir s'en sortir, on va dire ça comme ça, parce qu'il y en a des chiens qui sont irrécupérables, c'est triste à dire à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de chiens qui sont irrécupérables, mais oui, il y en a. Il s'agit juste de savoir comment bien se faire surmonter leur traumatisme. Puis il faut que tu choisisses aussi un comportementaliste canin qui va tenir en compte de ces traumatismes-là. Parce que, mettons que, à petite anecdote personnelle, moi, j'ai contacté quelques éducateurs canins, puis moi, ils me disaient, mais tu sais, même des personnes qui ont déjà eu des chiens, là, moi, on m'avait dit, ben tu sais, ta chienne, même si elle s'est faite sauter dessus par des chats puis qu'elle a vécu de l'harcèlement de la part de d'autres chiens. Tu sais, c'est rendu dans le passé, on devrait même, tu sais, elle devrait même plus être réactive à cause de ces événements-là. Puis aujourd'hui, je peux te dire que encore, elle peut être réactive envers certains de ces événements-là ou de ces éléments-là parce que justement, elle a été traumatisée puis elle a eu l'impression qu'on n'était pas là, nous, les humains présents, pour pouvoir la sauver, là. Mais c'est ça. Mais juste pour dire, contrairement à beaucoup de ce qu'on croit, une peur, c'est permanent. C'est d'apprendre à gérer. Oui, apprendre à gérer. Qui vient avec. Oui, c'est ça. Gérer la réaction qu'on a face à cette peur-là qu'on va atténuer. C'est un peu comme l'exemple, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, l'expérience du petit Albert. Je crois que oui. C'était avec une souris? C'est avec un rat, c'est un bébé de 9 mois avec un rat. Le petit garçon, il jouait toujours avec son rat, puis en laboratoire, bien sûr. Oui. Il n'y avait aucune animosité avec le rat. Puis à un moment donné, ils ont décidé que à toutes les fois que l'enfant touchait au rat, un gros coup de marteau sur une barre de métal que le petit garçon entendait. Au bout d'un certain temps, il faisait juste voir le rat, puis il n'était plus capable. Il était en détresse émotionnelle. Donc, ça prouve que, premièrement, la peur, elle peut être acquise, puis elle est permanente.
OK. Faut juste apprendre à comment bien gérer ces émotions-là après pouvoir s'assurer. C'est juste de savoir comment bien gérer ces émotions. Fait que, mettons qu'une personne fréquenterait un type d'humain, un corps d'humain qui a déjà traumatisé ton chien, ben tu peux t'attendre à avoir des réactions de ton chien, même si tu le sais pas, que tu connais pas son pédigree parce que tu l'as acheté en refuge. Ouais. Si tu l'as depuis sa naissance, c'est un peu plus facile de dire, tu sais, il va être réactif envers ce type de personne-là ou ce type de corps-là. Donc, je dirais pas vers un homme corpulent, armoire à glace, qui mesure 40 pieds, tu sais. Je l'exagère avec ton 40 pieds, là, mais oui, c'est très possible qu'il y ait un type précis qui l'a traumatisé. En passant, un chien, dans sa socialisation, doit avoir entre 7 et 10 types d'humains différents. OK. Petit, grand, corpulent, barbe, noir, japonais, asiatique. Asiatique, oui, effectivement. Caucasien. Caucasien. Ouais. Toutes sortes, une personne âgée avec des cheveux blancs, un enfant qui se promène à 4 pattes par terre. 7 types d'humains. Idéalement. Sauf quand on a une pandémie qui réduit les contacts avec les autres, qui fait en sorte que, justement, la socialisation, on va en reparler dans un prochain épisode de podcast probablement, mais qui a venu altérer la socialisation des chiens et qui a... C'est ça, c'est qu'il y a eu une ruée de personnes célibataires qui se trouvaient qu'ils ne pouvaient plus rencontrer. Puis ils se disaient, on peut sortir avec un chien parce qu'il y a eu une... Ben oui, une recrudescence. Mais c'est ça, fait qu'étant donné qu'on avait le droit de sortir le soir avec notre chien, il y a beaucoup de personnes qui sont allées adopter, des personnes célibataires surtout, qui sont allées adopter des chiens pour pouvoir rencontrer, si on veut. Oui, effectivement. Mais sans savoir dans quoi ils s'embarquaient. Oui, tout à fait. Et tu sais, veux pas. Et aussi pour avoir de la compagnie, mais c'est ça. Oui, c'est ça. Puis sans savoir aussi que c'est un engagement à long terme, là, quand tu achètes un chien. C'est pas maintenant la pandémie est finie, ciao bye le chien, ou maintenant que je dois déménager à un nouvel endroit, malheureusement, je dois me départir de mon chien parce que le nouvel endroit, il accepte pas mon chien. Ça, je suis... je vais être honnête, là, je suis très contre cette pratique-là. Même que je préfère retourner chez mes parents. Oui, c'est un cas vécu, je l'avoue. Pour pouvoir m'assurer que mon chien, vu que c'est un gros chien, parce qu'il y a aussi ce phénomène-là aussi qu'on a vu dans les blocs appartements où tu pouvais avoir un chien, mais juste un petit chien de la grosseur d'un chat. Oui. ça aussi, c'est problématique. Selon moi, c'est soit tu acceptes les chiens, soit tu n'acceptes pas. Pas de discrimination envers la grosseur du chien. Non, exactement. Parce qu'on peut... On peut rester surpris, mais il y a des études qui démontrent que c'est pas nécessairement les gros chiens qui ont le plus haut taux de morsure. Non, le plus haut taux de morsure chez les chiens, le grand gagnant, c'est le chihuahua. Et le chihuahua étant avec le plus grand nombre de brins d'ADN en commun avec le loup. Chose quand même assez étonnante vu que c'est un tout petit chien et que le loup il est quand même assez gros, assez massif. On s'attendrait plus à un berger allemand qui aurait plus proche d'un loup ou un husky qui serait plus proche d'un loup vu par sa physionomie. Mais juste pour dire que ça n'a peut-être pas rapport, mais l'humain a beaucoup d'ADN en commun avec l'oignon. Je dis ça, puis je dis rien. Et pourtant, on n'arrêtait pas de nous dire dans nos cours de physique qu'on était plus proche du singe que... C'est peut-être parce qu'on mange trop d'oignons. Ça doit être ça. C'est venu modifier génétiquement notre ADN de manger trop d'oignons. Arrêtons de manger de l'oignon. C'est ça. Super. Écoute, vas-y. Non, vas-y, j'allais pour dire, c'est très intéressant d'avoir pu discuter avec toi pour nos amis les célibataires, pour savoir comment bien introduire notre compagnon à 4 pattes à une nouvelle personne et comment s'assurer que ça puisse bien se... Merci à tout le monde d'avoir écouté cet épisode de podcast. Ma foi, combien riche en informations. J'espère que vous avez
apprécié cet épisode, vous pouvez rejoindre Sébastien comme éducateur canin si vous avez envie de travailler avec celui-ci. Il est disponible sur les différentes plateformes YouTube, Facebook. Vous allez avoir aussi son outil gratuit qui sont toutes disponibles dans la barre de description. Allez voir ça, gênez-vous pas. Allez faire un petit like, des commentaires. C'est très apprécié. On aime ça. Ça nous montre à quel point vous aimez et vous soutenez notre travail. C'est toujours plaisant de vous lire et s'il y a quoi que ce soit, on va vous répondre dans les commentaires. Si c'est pas moi, je vais transmettre les informations que Sébastien va pouvoir vous transmettre dans les commentaires. Donc, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode avec Au-delà de l'amour, naviguer à travers l'épuisement amoureux. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye!